Non, mais là, Castorama, ils sont en plein dans l'air du temps et puis on voit bien ce sujet de centre de coût à centre de profit à travers le rattachement du SAV au marketing. Je vais enfoncer la porte. Le marketing, pour le e-commerce avant, c'était générer du trafic. Aujourd'hui, les enjeux, c'est de la recommandation. Et je sais pas si vous avez essayé d'acheter des produits qui sont multidistribués aujourd'hui en demandant l'avis à ChatGPT, les prix sont les mêmes, les conditions de livraison sont les mêmes. Donc la différence de la recommandation, c'est sur la partie service. Donc aujourd'hui, que le marketing prenne cette partie service chez lui me paraît mais évident. On investissait avant dans le SEO, aujourd'hui on va investir dans le JEO et un des paramètres clés du JEO, ça va être la partie recommandation sur le service. Donc voilà, c'est ce que je prêche depuis des années, le désilotage de la fonction SAV et le rattachement au marketing et à l'expérience client. Ouais, c'est une organisation effectivement qui est adaptée à une forme de fluidité, d'omnicanalité quand on le revendique comme Casto le fait. Et justement, l'avant-vente, Faustine, parce que quand on vend une cuisine, c'est pas comme quand on vend une tondeuse ou une tronçonneuse ou une perceuse. On a besoin de conseils, on a besoin d'être aidé, accompagné. Évidemment, ça se fait en magasin, mais est-ce que ça se fait aussi en ligne? Bonjour et bienvenue sur les Digital Doers. Depuis 2019, je prends le temps de rencontrer celles et ceux qui façonnent et transforment le commerce en France, des dirigeants de marques, d'enseignes, de plateformes, de DNVB ou de solutions qui vivent de l'intérieur les grandes mutations du commerce. Ici, pas d'interview formatée, j'aime les conversations longues, franches et analytiques, celles qui permettent de prendre de la hauteur, de comprendre les choix stratégiques, les contraintes, les arbitrages et les convictions, que ce soit en mode one-to-one ou dans des formats thématiques. Nous parlons de distribution, de marché, de proposition de valeur, d'évolution des comportements d'achat, mais aussi de technologie et de solutions. Chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode. Pour en être notifié, vous pouvez vous abonner à la plateforme d'écoute de votre choix. Enfin, pour suivre l'actualité du podcast et de notre écosystème, vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, ainsi que sur mon groupe WhatsApp et bien évidemment sur lesdigitaldwers.com. Tous les liens sont en description de cet épisode. Bonne écoute, toujours sans coupure. Pendant longtemps, le service client a été vu comme une fonction de support nécessaire, parfois difficile à opérer, mais rarement au cœur de la stratégie. Et ce regard, il est en train d'évoluer. Aujourd'hui, la relation avec le client ne s'arrête plus au moment de l'achat, elle se construit aussi dans tout ce qui suit. Un retard de livraison, un produit défectueux, un retour, un remboursement, bref. Ce sont ces moments-là qui comptent vraiment, ce sont ces situations concrètes, parfois inconfortables, il faut bien le reconnaître, où la promesse de marque est mise à l'épreuve. Et mal gérée, on peut dire une chose, c'est qu'elle peut abîmer la relation. Bien gérée, en revanche, elles peuvent au contraire la renforcer. Et c'est là que le sujet devient intéressant, parce qu'on quitte une logique de gestion pour entrer dans une logique de pilotage, avec derrière une question très concrète. Est-ce que le service client peut devenir un levier de fidélisation et de création de valeur? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Comment ces sujets sont-ils pilotés concrètement dans les organisations? Quels sont les moments où tout se joue dans la relation client? Comment on mesure l'impact sur la performance et surtout, comment on aligne les équipes pour que l'expérience client ne reste pas un discours mais devienne une réalité opérationnelle? Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir deux invités. Faustine Samin, directrice de l'expérience client omnicanal chez Castorama. Faustine, tu travailles sur ces sujets dans un environnement où les parcours sont multiples entre magasins, e-commerce et logistique et où chaque interaction compte. Et Vincent Torres, fondateur de Riversaio. Riversaio accompagne les marchands sur des problématiques très concrètes, notamment autour de la gestion des retours, qui est un moment clé dans la relation client. Merci à tous les deux d'être avec moi, mais avant de commencer, vous allez vous présenter un petit peu mieux que ce que je viens de faire. Et Faustine, à toi l'honneur. Bonjour Cyril, bonjour Vincent. Donc, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. J'ai rejoint les équipes Castorama en septembre. Avant ça, j'étais dans la lingerie.
où j'occupais à peu près les mêmes fonctions. Et encore avant, 10 ans de conseil chez Bearing Point, dans une practice retail, donc technico-fonctionnelle, d'accompagnement, voilà, sur tout un tas de projets de nos clients, avec effectivement beaucoup de CDP, de marketing digital. C'était à l'époque la naissance de ce que j'appelle le commerce unifié. Ouais. Donc Tu es pas la seule à l'appeler comme ça, je te rassure. les premiers parcours web to store, store to web, voilà, tous ces parcours-là. Voilà, et puis après il y a aussi des sujets de refonte de service client, des sujets de fidélité, de modèles d'abonnement, voilà, tout un tas de... Bon, une expérience qui est construite autour de l'expérience client. Exactement. Aujourd'hui, de façon un peu plus concrète, le rôle qu'elle tient en tant que directrice de l'expérience client chez Castorama, alors avec la notion omnicanal, j'ai commencé à l'aborder en introduction, c'est important de bien comprendre qu'il y a cette notion. Tu parles de commerce unifié, c'est très intéressant parce que quand on est sur l'expérience client et la relation avec le client, on ne sait pas où est-ce qu'il a vécu son expérience. Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est en magasin? Est-ce que c'est un peu les deux? Castorama, c'est hyper important, l'expérience concrète en magasin. Ton rôle aujourd'hui ou les challenges, ta feuille de route, c'est quoi? Bah c'est de driver la satisfaction client, le parcours client bout en bout, et voilà, et de faire en fait la jointure avec toutes les directions, donc bah du premier contact avec l'enseigne, et après il y a un fort un fort enjeu d'excellence opérationnelle. Donc effectivement, bah les remboursements, la livraison, voilà, vraiment du compte client jusqu'à l'after sales, pour faire de l'expérience Castorama une expérience mémorable. Et Casto, parce que pour les intimes on appelle ça Casto, hein, tu le sais bien. C'est Casto. L'organisation interne, elle est cohérente avec les ambitions. Je te dis ça alors que j'ai une petite idée derrière, puisque j'ai rencontré au one-to-one de Monaco Romain qui a un petit peu expliqué comment ça fonctionnait, mais j'aimerais bien que tu le reprécises. Il y a cette organisation à l'intérieur interne à Casto qui permet justement d'aller de tendre vers les objectifs, et ça se matérialise très concrètement dans les chiffres, hein, les résultats financiers ont été publiés cette semaine ou la semaine dernière. Ils sont bons. Kingfisher surperforme le marché dans un marché du bricolage qui est tendu, hein, qui est plutôt en diminution. Et vous êtes en croissance. Donc cette organisation en interne, c'est quoi sa singularité qui fait que ça fonctionne? Moi, mon service, il est intégré à la DMC, donc à la direction digitale marketing et client. Et donc en fait, l'objectif, c'était d'avoir tout le scope au sein de cette DMC. Et donc la relation client, elle est rapprochée du SAV. Donc j'ai aussi ça dans ma banette. Et des services marchands. Donc chez nous, les services marchands, c'est l'installation, c'est le financement, c'est la location de matériel. Ouais. Donc l'idée, c'est de rapprocher tous ces services pour qu'on travaille ensemble cette excellence. Et évidemment, je suis raccrochée de façon très très fine au digital, et puis après en interaction avec toutes les directions, donc la supply évidemment, la DAF, la direction du réseau, des opérations. Voilà, vraiment on est au cœur de l'organisation, et c'est pas un service à part, voilà. C'est complètement intégré. C'est complètement intégré. Ouais. Bon, merci Faustine pour cette présentation. Vincent, je me tourne vers toi. J'ai fait une présentation ultra brève de Reverse.io. Je pense que tu vas pouvoir la détailler un tout petit peu plus. Te présente-toi et détaille-nous Reverse.io. Bonjour à tous les deux et merci pour l'invitation. Moi, j'ai créé Reverse.io il y a un peu plus de 10 ans. Auparavant, j'étais pendant mes études vendeur sur eBay. Et c'est pendant cette expérience que, comme j'avais des problèmes avec mon SAV, j'ai eu l'idée de créer Reverse.io, qui est une plateforme de gestion des retours et des réparations. Nos clients sont principalement des grands distributeurs européens et des marques. On les aide à améliorer l'expérience client en proposant des parcours omnicanaux pour les retours. En tant que client, je peux être en toute autonomie en ligne ou aller en magasin ou appeler le service client et apporter de la transparence à travers les notifications sur toutes les étapes de traitement de mon après-vente. On les aide aussi à réduire les coûts
en orchestrant les processus métiers, en automatisant les différents échanges qu'ils ont avec leurs partenaires. Et dernièrement, on est le système of record des données SAV pour aider nos clients à mieux comprendre les comportements de leurs clients et les enjeux sur leurs produits. Concrètement, ça se déploie comment? C'est une plateforme SaaS qui est intégrée à l'écosystème IT de nos clients, principalement sur un objet clé qui est la commande, puisque c'est de la commande que va partir la demande de retour de réparation du client. Vous êtes sur les tout types de secteurs. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus sensibles à l'offre qui est la tienne? On traite tout type de vertical, produits techniques jusqu'à la cosmétique en passant par la mode. Il est certain quand on parle d'enjeux de réparation, ce sont les produits techniques qui sont principalement visés, mais aussi les produits qui sont à forte valeur avec des enjeux sur les retours qui sont importants, tant sur les coûts logistiques que sur les impacts des risques de fraude liés à une mauvaise maîtrise des retours. Bon, c'est ça qui est intéressant dans la façon avec laquelle tu vas pouvoir intervenir, c'est que tu as une vision assez large du marché, une vision tech. Tu vas pouvoir nous dire à la fois ton retour d'expérience et ce que la tech vient jouer comme accélérateur dans les enjeux de l'expérience client en général. Je l'ai dit en introduction, l'idée, et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai quand même longtemps été dans cette industrie du support client, du service client, et combien de fois j'ai entendu dire ah là là, c'est un centre de coûts et puis allez, on met ça là à droite et puis l'objectif c'est de réduire ce centre de coûts au maximum. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir moins de TP, comment on peut avoir moins de tickets entrants, enfin comment on réduit ça? Et trop longtemps ça a été perçu comme ça et pas comme en fait une opportunité d'augmenter la qualité de relation avec son consommateur pour aller jusqu'à de l'upsell, donc de la création de valeur. Finalement, d'avoir un compte de résultat dans l'expérience client qui peut s'équilibrer, voire créer plus de valeur qu'il ne coûte. Et donc, c'est bien de ça dont on a envie de parler aujourd'hui. Avant de le faire, moi, j'aimerais que on recadre un peu le sujet. Faustine, c'est quoi aujourd'hui le service client pour sortir un peu service client égale support, mais parler des enjeux business. Tu as commencé un petit peu à l'évoquer, mais c'est quoi concrètement la dimension business de ton métier aujourd'hui? Comment elle évolue? Alors, déjà, il faut dire qu'on a un super fort sponsorship Codir. Donc voilà, donc c'est éminemment business, honnêtement, même si on va parler de coûts forcément, mais c'est quand même éminemment business. Déjà avec une dimension client qu'on veut remettre vraiment au cœur. Donc chez nous, ça s'appelle la passion de servir. Ensuite, sur les dimensions omnicanal, hein, c'est pas pour rien que mon titre englobe le mot omnicanal, parce qu'en fait, chez nous, les magasins, ils font le dernier kilomètre. Ils sont au cœur, ils sont vraiment au cœur de tous les parcours pour servir le client. Et donc du coup, voilà, l'idée c'est vraiment de travailler cette satisfaction client, cette omnicanalité, ces irritants after sales. Donc voilà. Bon, on va forcément parler de coûts, mais non, mais parlons-en. Mais voilà, la feuille de route là, sur... vraiment, c'est pas, on parle pas tant de productivité en ce moment que de vraiment cette relation seamless qu'on va avoir avec le client, fluide. Voilà. Et puis après, pour parler très très concrètement. Comme dans tous les services clients, on a plusieurs niveaux de réponse et d'organisation. On a un niveau N1 qui se trouve au Maroc, un nouveau niveau N1 d'ailleurs, dont j'en suis très très contente qu'on est en train de lancer. Très concrètement, ça c'est outsourcé ou c'est Oui, voilà, c'est au Maroc, confié à un partenaire dont on est très content. Donc c'était des gens qu'on connaissait par ailleurs, donc on est très content de débuter cette nouvelle partie de la relation
avec eux. Donc ça, c'est Ouais. l'organisation, le niveau 1 qui Ouais. se trouve externalisé Ouais. et au Ouais. Maroc. Ouais. Le niveau 2 après, c'est interne? Niveau 2, Dès qu'on non, escalade? encore externalisé aussi, qui se trouve en France. Alors lui, ce niveau 2, bon évidemment, il est en processus d'escalade de façon très classique et puis on lui confie aussi, des flux très touchy, typiquement, la livraison de cuisine. Ouais. Voilà, parce qu'effectivement, Castorama, c'est la vente projet, hein, donc tous les sujets un peu compliqués, et la cuisine en fait partie, hein, de où se trouve la marchandise, avec tous ces sujets aussi, de coordination avec le livreur, l'artisan, voilà, où se trouve la marchandise, le magasin dans l'équation, et cetera. On lui confie aussi, des sujets, de SAV, voilà, on lui confie des sujets et des flux un peu plus compliqués et puis après, pour terminer, il y a une équipe N3, qui est interne, qui est chez moi et on a 6 personnes. D'accord, donc là, c'est Voilà. l'escalade, Ouais. Escalade ultime, les litiges évidemment, les sujets un peu compliqués, les sujets, comment dire? Juridiques, un peu de parfois, les réseaux sociaux, les bad buzz, voilà, les sujets un peu compliqués et puis aussi, des sujets de marketplace en direct, de reverse marketplace aussi. Voilà. OK Ouais. et tu as commencé à parler du COMEX. Quel rôle il joue là-dedans pour, et comment, il a été amené à éventuellement changer sa vision? C'est-à-dire, tel que tu le décris, ça, c'est des centres de coûts. Heu, comment on change le braquet pour se dire: «Ça peut devenir, un centre de profit. Dis-moi, on va pouvoir créer de la valeur». Il y a plein de questions qui me viennent quand je t'écoute, hein. Tu parlais de cuisine et j'aimerais bien Ouais. rebondir là-dessus. Mais comment comment le COMEX, c'est quoi la philosophie avec laquelle il voit tout ça? Hem, comment dire? Je pense que ce service, il était un peu abandonné. Il vivait sa vie un peu tout seul. Donc, l'idée, bon, c'est pas non plus une révolution, mais, hem, rien que la façon de faire mon recrutement, ça aurait pu être moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais la façon dont ce profil, il a été pensé et la façon dont ce scope, il a été repensé avec ce chapeau, avant ça s'appelait relations clients et services, enfin, voilà. Donc le simple fait de dire, en fait, c'est plus de la relation client, c'est de l'expérience client omnicanal, ça s'appelle comme ça, c'est au sein de cette direction, marketing digital client, avec, ma N+1 qui est formidable et qui relaie, Marie-Laure Marie-Laure Cassé, Cassé, que j'attends avec heu impatience, derrière ce voilà. Donc micro. le simple fait, en fait, de l'appeler comme ça, de me rattacher à elle, de l'imbriquer de cette façon-là et finalement de pousser, tous ces sujets, au cœur, des différents, co-strat, au cœur, des différents, projets de l'entreprise. Finalement, on est, c'est pas pour être nombriliste, mais on est vraiment au cœur de tous les sujets de transformation de Castorama en ce moment. On est vraiment en train de refaire, la maison du sol au plafond, hein, sur absolument tous les sujets, la structure de l'offre, la vente projet, le modèle organisationnel, des uns et des autres, qu'est-ce qu'on va, internaliser, externaliser, quelle est, la feuille de route de chacun. Ouais, ce que je Heu, comprends, c'est qu'en il fait, y a ça a des été placé milliards au ouais, centre, au il y même a des titre milliards de que le sujets. reste. Ouais, on a des sujets, de livraison, on a des bon, vraiment on a toutes sortes de sujets et finalement le fait de me positionner ainsi, du coup, ça permet de faire la jointure finalement dans tous ces sujets qui avant étaient hyper silotés. Vincent, avant qu'on ne continue avec Faustine, parce que j'ai quelques questions en tête sur, comment on peut en avant-vente aider, aider le client. Ça t'inspire quoi, par rapport à ce que tu observes, Mmh de mh. façon plus globale sur le marché? Non, mais là, Castorama, ils sont en plein dans l'air du temps et puis on voit bien ce sujet de centre de coût à centre de profit à travers le rattachement du SAV au marketing. Je vais enfoncer la porte. Le marketing, pour le e-commerce avant, c'était générer du trafic. Aujourd'hui, les enjeux, c'est de la recommandation.
Et je sais pas si vous avez essayé d'acheter des produits qui sont multidistribués aujourd'hui en demandant l'avis à ChatGPT, les prix sont les mêmes, les conditions de livraison sont les mêmes. Donc la différence de la recommandation, c'est sur la partie service. Donc aujourd'hui, que le marketing prenne cette partie service chez lui me paraît mais évident. On investissait avant dans le SEO, aujourd'hui on va investir dans le GEO, et un des paramètres clés du GEO, ça va être la partie recommandation sur le service. Donc voilà, c'est ce que je prêche depuis des années, le désilotage de la fonction SAV et le rattachement au marketing et à l'expérience client. Ouais, c'est une organisation effectivement qui est adaptée à une forme de fluidité et d'omnicanalité quand on le revendique comme Casto le fait. Et justement, l'avant-vente fascine parce que quand on vend une cuisine, c'est pas comme quand on vend une tondeuse ou une tronçonneuse ou une perceuse. On a besoin de conseils, on a besoin d'être aidé, accompagné. Évidemment, ça se fait en magasin, mais est-ce que ça se fait aussi en ligne? Ouais, alors j'ai oublié de dire, on a une cellule de VAD, hein, qui est aujourd'hui une petite cellule externalisée. Voilà, donc j'ai des grandes ambitions pour cette business unit, honnêtement. Pour l'instant, on fait une toute petite partie du chemin, hein, parce qu'on est seulement dans la conception et en fait, on envoie des leads finalement au magasin. Mais c'est en train de bouger et là, ça y est, le paiement est enfin de nouveau disponible à distance pour vraiment pouvoir animer toute cette vente. De bout en bout, et on a encore beaucoup à faire, bien sûr, sur des sujets de financement, enfin, voilà, une tonne de sujets. Après, pour être tout à fait honnête, on a du retard vraiment dans cette relation client. Donc là, l'objectif, c'est déjà back to basics. Donc avant même de parler d'avant-vente, pour l'instant, déjà, c'est de se remettre dans un standard du marché, d'arriver à renouer la confiance avec nos clients, d'arriver à déjà C'est quoi juste le moment justement dans la relation client? C'est quoi le moment où ça peut basculer dans un sens ou dans un autre? Tu parles de rétablir la ouais, confiance. ouais, Il y a des moments qui sont clés, où ça bascule dans un sens ou ouais. dans un autre? Bon, on a fait plein d'études et après, bon, j'enfonce des portes et tout le monde sait ça. Mais en fait, ce qui détruit vraiment l'expérience client, c'est pas tant l'avant et le pendant, parce que finalement, quand on interroge nos clients, leur expérience en ligne ou en magasin, c'est plutôt un moment d'enchantement pour de vrai. Donc Là, tu arrives avec un projet dans ton magasin. ouais, Tu en as fait, envie de refaire c'est ta salle à assez manger, ouais, c'est assez excitant pour de ouais. vrai. Donc les vrais sujets qui minent cette expérience, c'est l'après. Donc c'est comment on arrive à opérer l'après, l'après du paiement, quoi, l'après de la Mmh. commande. Donc c'est comment je délivre, comment, voilà, en temps et en heure, ce que mon client, Tu parles de l'exécution de la promesse, en ouais, fait. en Mmh, fait mmh. en fait, l'expérience client, pour moi, c'est vraiment de l'excellence opérationnelle. Donc c'est pas très sexy, mais c'est pas grave, je l'assume totalement. Il y a un milieu à pas être Heu sexy ou et pas. et donc là, l'idée, c'est déjà de faire ce qu'on dit, et de dire ce qu'on fait et ni plus ni moins, et de se remettre aux standards, par rapport à ça et Par vraiment exemple, les ouais, standards dans ton industrie du bricolage, ouais. ils sont différents des standards d'ailleurs? Pas tellement, en fait, pas tellement. Donc finalement, pour moi, de passer de la lingerie au bricolage, enfin, en fait, ça me pose Il y a aucun du hors gabarit quand même, hein? On est bah, d'accord? le produit est différent, mais en fait, les attentes ne sont pas différentes. Les Ouais. clients, ils ont besoin de conseils. Hem, l'industrie enfin, ce secteur-là de la maison, c'est un secteur à super haute valeur ajoutée parce que les clients, ils sont en train de refaire leur maison. Parfois, on arrive à un moment difficile de leur vie. C'est pas toujours, alors des fois c'est des projets, super excitants dans leur vie. Ils sont en train de déménager, d'accueillir un enfant et cetera. Mais parfois ils sont aussi en train de perdre quelqu'un, de divorcer. La maison, c'est vraiment l'intime, ça touche, vraiment au cœur de leur vie et donc finalement, bon, que ce soit, dans la mode, la cosmétique ou la maison, en fait on est Heu, on est dans l'accompagnement, du client, sur, ce qu'il a de plus intime et de plus important et du coup, il faut pas se louper, en fait.
il faut être au rendez-vous de la promesse. Il faut arriver simplement à l'accompagner pour qu'il puisse réaliser son projet et être bien dans sa maison. Donc, donc là où on détruit le plus, c'est sur l'après. Et, et c'est quand on n'arrive pas à honorer la promesse C'est qui, par exemple quoi? Le respect des délais de livraison, c'est, oui, des produits manquants, un artisan qui ne se présente pas en temps et en heure ou qui ne fait pas le boulot qu'on lui a confié correctement. Donc du coup, il faut que le client rappelle. Ça prend du temps. On parle de fuite d'eau des fois. Enfin, voilà, parfois la maison a brûlé ou alors il y a eu une intempérie. Quand on démonte une cuisine, concrètement, on n'a plus de cuisine, hein, donc voilà, c'est hyper pénible en fait. Donc donc voilà, et puis Vincent en parlait le sur le service après-vente. Là, typiquement, on est à la croisée des chemins. Est-ce que c'est un retour? Est-ce que c'est un produit qui n'a pas fonctionné? Hem, et c'est là où on doit être vraiment, vraiment bon et voilà, honorer la promesse. Merci Vincent. C'est quoi le moment que tu peux observer ou que tu as observé, qui fait que le client il revient pas? Le truc qui est, game over dans la relation client comme ça. Autre question qui va dans la suite de ce que vient de dire Faustine. La tech dans tout ça, Mmh. quelle est sa place? Bon, déjà, faut savoir, la prévente, c'est extrêmement dur à orchestrer. C'est plus compliqué de gérer des retours qu'une livraison, parce que c'est extrêmement hétérogène en termes de processus. Tu l'as dit, est-ce que c'est un retour, est-ce que c'est une réparation, ou est-ce que ça va, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rembourse le client ou je le répare? Et pour répondre à ta question sur ce qui casse une relation client, moi j'ai envie de prendre le truc sur qu'est-ce que veulent les clients vraiment quand ils ont un problème. Et pour moi, ils veulent deux choses. Ils veulent que la procédure soit simple et que la solution soit rapide. Pour que la procédure soit simple, pour moi, c'est, comme je le disais en introduction, c'est lui donner le choix sur la manière dont il va demander la prise en charge de son après-vente. Et moi, je crois fondamentalement à l'autonomie, parce que le self-care, c'est ce qui permet, lorsqu'on a un problème, à n'importe quelle heure du jour ou la nuit, d'aller trouver instantanément une solution en ligne. Et ce que permet la technologie pour ça, c'est justement de identifier en temps réel le processus métier. Là où lorsqu'on a un humain, on doit faire appel à son décisionnel, à son savoir sur le produit, le contexte de garantie, le fournisseur, etc. On a une technologie qui va pouvoir en temps réel, le soir de chez toi, tu as un problème, elle te dit tout de suite, on va réparer ton produit et voici ton étiquette de transport pour le déposer dès le lendemain dans ton point relais ou le faire enlever chez toi. Donc c'est ça en fait qu'attendent les clients. Et ensuite, un client, il veut être informé, il veut qu'on lui dise la vérité. Le self-care, attends, c'est aussi la possibilité offerte aux clients de ne pas être dépendant des horaires d'ouverture du service client. Exactement. Et en ça, c'est clé. Oui. Oui, puisqu'en fait, j'ai un problème. Là commence la frustration. Et moi, ma vision, c'est que le délai entre j'ai une frustration parce que j'ai un problème et même pas encore la résolution finale, mais je sais que ça va être résolu, c'est ce délai-là qu'il faut compresser au maximum. Ouais. Et pour moi, j'ai un problème, je peux aller en ligne et j'ai tout de suite une solution qui m'est apportée par mon marchand. Ouais. Donc tu peux te coucher de façon un peu plus sereine. Je sais que mon produit va être réparé et je sais que et en fait, on matérialise ça par, on donne un document au client. On lui envoie un mail avec un QR code, on lui génère un document, il sait: «Ah, c'est bon, j'ai été pris en charge» et je sais ce qui va se passer. Le pire, c'est je dois faire un ticket au service client, j'attends 24 heures qu'il m'ait répondu. Là, on va me demander de repréciser des informations que j'aurais pu mettre directement dans Et ma c'est la demande en CRD. génération d'un ticket derrière ou pas quand même pour le service client? Comment c'est implémenté dans les Non, systèmes? notre but, c'est qu'il y ait pas de traitement manuel par le service client sur une demande qui est faite par le client d'après-vente. Le but, c'est que le processus métier qui est normalement appliqué par le service client soit porté par l'interface. Le but, c'est vraiment de sauter cette étape pour que tout de suite le client il ait sa information sur sa résolution. OK. Et je t'ai coupé, tu voulais dans ton propos Sur la transparence, et ce qui est important, c'est les notifications et le suivi du client de l'avancement de son dossier. On va parler de réparation. Bon, dans la réparation, les délais peuvent être très longs parce qu'il peut y avoir une problématique de pièces détachées qui est pas disponible, qu'il faut commander. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'une réparation qui va prendre 3 semaines, si au bout de quelques jours, vous envoyez une notification à votre client en lui disant qu'on a identifié la panne, que la pièce détachée est commandée et qu'elle va mettre 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 2 mois à arriver, à partir du moment où il a cette information-là, vous calmez son insatisfaction. Si vous lui dites rien, au bout de 2 semaines, il va charger votre service client pour demander: «Mais où est ça en est? J'ai pas d'infos. Où est mon produit? Quand est-ce qu'il va être réparé?» Donc voilà, la capacité à donner de l'information en temps réel est clé.
Oui, c'est hyper important. Ça me rappelle le coup de l'information sur le délai avec lequel le métro à Londres allait arriver. Il y avait une insatisfaction énorme sur On le juste surestime. dire il arrive dans 45 minutes au lieu de rien dire du tout. Ça, C'est ça. bon, j'exagère sur le 45 minutes, mais comme il est quand même pas très ponctuel, le métro londonien, ça a permis de calmer Et ce qui est bien, c'est de les voyageurs. sous-évaluer et de sur-délivrer. Ouais, c'est ça. Justement, les retours, Vincent commence à en parler. Les retours quand il s'agit d'un produit qui est vendu en rayon, en magasin, donc qui est livré aussi par le e-commerce, c'est classique. On imagine comment ça fonctionne assez bien, on sait parce qu'en tant que consommateur, on le fait. Sur ce qui est plus gros, une tondeuse, ça rend la chose plus compliquée. Bah oui, oui, bien sûr. C'est sûr que là, on vend pas des mascaras, on vend des, Tu on fais vend, du pick-up à domicile, on vend comment des. ça marche? Non, non, pas encore, pas encore. En fait, je veux revenir sur ce que Vincent vient de dire parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'après, mais finalement, on a quand même un deuxième moment clé qui est l'avant et qui est cette prévenance et cette information. Et avant même de dire qu'on va faire de l'enlèvement à domicile, bon, voilà, on va y venir, hein, on n'en est même pas, on n'en est pas encore là. Mais chez nous, on a un gros sujet qu'on appelle WISMO, donc Where is my order. Donc c'est vraiment cette information et cette prévenance. Et effectivement, quand déjà tu as rassuré ton client, qui avec tout un tas de self-care, un compte client performant, enfin tout un tas de dispositifs qui permettent de le rassurer en lui disant c'est bon cher client, déjà tu peux faire des trucs tout seul, voilà, tu peux avancer le schmilblick et puis 2 on va s'occuper de toi. On a fait une grosse partie du chemin. Donc hem, on s'attache beaucoup à ça. Déjà donner de l'information, comme tu dis, psychologiquement, le fait que le client, sache où en est son dossier, quand est-ce qu'on va s'occuper de lui est super important. Bon désolée, j'ai pas forcément répondu à ta Non, à ta question. si. Non, mais c'était pour te repasser la parole. À quel moment, donc je comprends que dans l'expérience client qui inclut le conseil avant-vente, enfin, vous allez y venir, et qui inclut une bonne communication dans l'après-vente et une bonne exécution. Quand on arrive au standard, et j'imagine que c'est le minimum à atteindre avant d'envisager la suite. La suite dans le service client, est-ce que c'est celle qui va permettre justement de créer de la valeur? En introduction, je parlais de la fidélisation. On peut imaginer des ventes additionnelles. Comment on anticipe un peu cette évolution de l'expérience client au travers du service client? Ouais, alors, déjà avant de parler de vente additionnelle, on peut parler de LTV, hein, quand même. Donc vraiment comment on va, finalement, hem, quand le client il appelle, un service client, on est sur un moment chaud. C'est une opportunité. En fait, le client il est déjà engagé. Donc comment tu transformes ce moment chaud en opportunité pour déjà transformer ton client d'un client soit moyennement satisfait, soit carrément d'un détracteur, à un ambassadeur. Et donc effectivement, hem, évidemment, développer la fidélisation. Donc du coup, oui, ça c'est déjà un moment clé et notamment, tous ces dispositifs de rappel des clients détracteurs, de dépôt d'avis, du travail, du bouche à oreille et de voilà. Et après évidemment, l'avant-vente et ça peut se matérialiser par plein de dispositifs, des hotlines, d'aide au bricolage, des cellules de planification, de ces projets, des cellules d'aide, voilà à ce comment dire? À cette conception de projet, global. Donc
voilà, j'imagine effectivement plein de comment dire, de supports et de cellules qui vont venir finalement se positionner à différents endroits du parcours client pour aider le client et surtout aider les magasins parce que finalement les magasins sont au cœur du dispositif, c'est au cœur du modèle Casto. Donc pas se substituer, mais aider. Heu, aider nos collègues en magasin, voilà, Concrètement, ouais. les aider en magasin, ça se passe comment? Ça veut dire qu'ils peuvent eux-mêmes faire appel au dispositif de service client qui est mis en œuvre pour les. On n'a pas ça encore, hein. On n'a pas ça Non, non, mais encore, c'est l'idée. mais dans la vision, c'est, oui, c'est d'avoir, des sortes, de hotline, déjà entre nos collègues en magasin, et ces services déportés et aussi, directement, accessibles pour le client, en fait. Ouais, en fait, c'est l'omnicanalité que tu es en train de définir. Oui, C'est-à-dire, bah, ni plus ni moins, hein. mais Ouais, adapté justement à l'expérience ouais, client, au service ouais. client, pour avancer. Vincent, est-ce que c'est quelque chose qui est observable dans toutes les industries, parmi le portefeuille de clients que tu as? Est-ce que le discours de Faustine est finalement quelque chose de consensuel? Et est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels ils sont déjà bien avancés là-dedans, dans cette création de valeur avec le service client? Bon, c'est assez universel et le mot-clé, je pense, c'est l'omnicanalité et c'est là où le bât blesse dans la gestion du service client. Et ce qu'on voit sur le sujet de la prévente, c'est qu'il vient toujours après le sujet de l'OMS ou la capacité à gérer une promesse de livraison en omnicanal. Et j'aimerais revenir 2 secondes sur ce sujet de LTV parce que pour le coup, là, je trouve qu'ils sont assez novateurs dans le fait de, encore une fois, rattacher ça au marketing. Dans les paramètres du LTV, il y a mes achats, donc la multiplication par le taux de réachat, le coût d'acquisition et ensuite le coût de gestion du client. Et je trouve vachement intelligent quand on le met au marketing de dire qu'on est capable sur ces budgets-là, liés au coût d'acquisition, de venir mettre du budget du coût de gestion du client. Et moi, je trouve qu'il y a un truc clé. Tu me posais la question tout à l'heure sur qu'est-ce qui fait qu'un client ne réachète plus. Et à l'inverse, comment est-ce qu'on le fidélise. Moi, je vois une grande enseigne e-commerce où ils sont très forts là-dessus. C'est que quand vraiment tu parlais du client qui est en fusée, le remboursement, être capable de dire je vais arriver à prendre un budget quelque part, rembourser mon client et grâce à ça, ma LTV augmente. Ça, pour le coup, je trouve ça brillant. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a peu d'acteurs qui font ça aujourd'hui. Ça veut dire, pour faire ça, bien connaître son client, bien segmenter, cartographier son client, connaître les comportements, de son client? Ouais. Ouais, bah, moi, juste pour terminer sur le sujet LTV, hein, le but, c'est vraiment de réduire le nombre de contacts payants, hein, donc aussi, moins de volume. Bon, voilà, donc ça, c'est Mmh, mmh, mmh. pour closer un peu cette partie-là. Et effectivement, le service client, c'est le premier, comment dire, finalement, c'est celui qui est le mieux à même d'écouter la voix du client. Donc on est en train de mettre beaucoup d'AI partout pour en fait écouter cette voix du client. On a comme dans tous les services clients, des motifs d'appel, des motifs de contact super rigides et pas forcément hyper fins. Donc voilà, on est en train de mettre en place plein d'outils qui vont nous permettre de qualifier les motifs, d'écouter l'émotion du Mmh, client mmh. aussi, de qualifier cette émotion, et du coup, d'être en écoute des signaux faibles, tu vois? Et donc ça va permettre je pense que bon, on va pas, forcément, découvrir plein de trucs, hein, je pense que grosso modo, je pense qu'on a quand même cerné à peu près tous nos gros sujets, mais on va être beaucoup plus fin. On va cerner beaucoup plus de choses, importantes et mmh Et ça, est-ce que ouais, ça peut jouer? Parce que en fait, tu parles de données derrière ouais, et l'exploitation de la donnée et je reviendrai Vincent ouais, sur ça, ouais, mais sur la tech. c'est de ça dont il Ouais, s'agit. ouais, Les signaux faibles, ce sont donc l'analyse des données et l'analyse des ouais. données, c'est clé. Comment t'envisages de l'exploiter cette donnée, toi, pour le business? Est-ce que c'est déjà aller augmenter les services déportés, offshoriser, leur dire: «Bah, voilà, en fait, sur la base des données, heu, on va vous aider à mieux comprendre
le niveau 1, les appels de niveau 1 que vous recevez. Est-ce que c'est encore autre chose? Comment tu vois à terme l'exploitation de cette donnée? Bah, ça a 2 objectifs, hein. Déjà, l'évaluation, de nos agents, hein, tout simplement, hein. Donc là, on est vraiment dans une logique d'amélioration continue, comment dire? D'avoir, le bon niveau de compétence, le bon niveau de discours, simplement, d'avoir les bonnes personnes, en face, hein, avec, une acuité, une pertinence, aux attentes clients et puis 2, enrichir tous nos plans d'action. En fait, on a déjà plein d'évaluations, hein. On fait, des NPS dans tous les sens, des visites mystères, on a plein de choses, mais on va être beaucoup plus fin. On va pouvoir être, vraiment, vraiment beaucoup plus fin sur, plutôt que d'avoir juste un NPS, livraison, on va pouvoir vraiment deep diver finalement sur les causes racines, surtout trouver les seuils à partir du moment où tout bascule. Parfois c'est rien, c'est à 4 minutes je suis toujours bon, mais à 6 minutes je suis plus bon en fait. Donc De temps de conversation, c'est ça? ouais, ça peut être la conversation, ça peut être le temps d'attente, ça peut être le temps de prise en charge, ça peut être, là je parle de temps, mais c'est trouver en fait ces seuils. Et du coup, orienter beaucoup plus finement encore notre feuille de route. Avant de continuer sur la gouvernance de ces KPI, je voudrais te poser la question à Vincent, justement, cette donnée et la tech, le rôle qu'elle joue là-dedans. La donnée après-vente, c'est une mine d'informations et avant la mise en place d'un vrai outil de gestion de retour, en fait, on n'a pas cette donnée. Et c'est une mine d'informations pour 2 leviers, la connaissance client et la connaissance produit. Je vais commencer par la connaissance produit. C'est évidemment vachement intéressant de comprendre quels sont les produits qui sont fréquemment retournés et pourquoi, avec des raisons de retour qui sont catégorisées et analysables. Et ensuite, quels sont les produits qui sont les plus défaillants pour avoir des leviers auprès des fournisseurs, voire carrément déréférencer des produits pour éviter d'avoir in fine des clients qui ont des pannes parce que le meilleur SAV, c'est quand finalement il n'y en a pas. Et sur la connaissance client, un truc hyper intéressant, c'est grâce à la donnée SAV, on va être capable de encore mieux servir les bons clients. Je m'explique. On vient de lancer un scoring retour qui sont à la fois basés sur les données clients et les données produits. Et donc le bon client, celui qui retourne peu ou qui retourne des produits de manière très qualitative, c'est-à-dire que ses retours sont toujours propres, il les a pas trop utilisés, on va pouvoir le remettre en stock neuf, on va être capable de bien le scorer et souvenez-vous, l'objectif premier d'un bon après-vente, c'est une résolution rapide, le rembourser immédiatement dès qu'il fait sa demande de retour, parce qu'on l'a catégorisé en très bon client. Donc voilà, cette exploitation de données, elle permet à la fois de mieux gérer son catalogue de produits, mais aussi mieux servir ses clients. Oui, et puis là, je rebondis là-dessus, sur ce que tu viens de dire, sur mieux connaître ses clients. Dans le cadre des retours, c'est aussi un outil, une capacité à mieux gérer la fraude au retour. Oui. Pour pouvoir identifier... Quand je parlais de scoring, oui, le côté positif du scoring qui est on va mieux servir les clients, et le scoring sert aussi, et là pourquoi tu parlais de tendance, ces 3 dernières années ça explose, il y a une énorme tendance de fraude au retour, avec différentes catégories de fraude, on peut discuter. On peut en discuter très, très longuement. Je pense que c'est quelque chose que tu dois voir. Avant que tu nous parles de la fraude au retour, la gouvernance de la donnée, des résultats. Tu nous l'as expliqué, ce à quoi ça servait. Vincent nous a expliqué de façon plus concrète, appliquée au retour, toute la valeur que ça avait à utiliser. On peut faire du scoring. Mais tout ça, ça doit être piloté. Il y a bien une gouvernance. Comment elle est organisée chez Casto? Bon, sur ce sujet, c'est un peu compliqué, hein. On appartient à un groupe Kingfisher. Il y a beaucoup de comment dire, on est dépendant de beaucoup de parties de ce groupe là sur cette gestion de la donnée. Donc c'est encore malheureusement un peu trop siloté à notre échelle et on a un super fort enjeu de data. Et avant tout, avant même de dire qu'on va désiloter la data, finalement, on a tellement sur étagère, on a tellement à exploiter. Le tout, c'est d'identifier
comment dire, les zones froides, les zones où on est dans le noir, et déjà de faire émerger cette data. Donc déjà mesurer, voilà, enfin déjà trouver les angles morts, se les mettre sous les yeux tout simplement, se les mesurer, se les piloter, se les regarder, ce qui se mesure s'améliore. Donc avant même de parler de désilotage et de vision unifiée, j'adorerais, hein, mais voilà, pour l'instant, on joue avec les tenants et aboutissants actuels. Déjà de piloter. On ne pilote pas assez, et donc c'est mon mantra depuis que je suis arrivée. Il nous manque. Il manque quoi? Des tableaux de bord? Il manque. Ouais, en fait, on a des tableaux de bord dans tous les sens, mais qui communiquent pas entre eux ou qui sont pas regardés ensemble. Ils sont pas unifiés? Par les mêmes personnes, pas unifiés. Bon, tant pis, c'est pas grave, on aura des morceaux, mais au moins qu'on puisse mettre en relation les chiffres, parce que et du coup qu'ils soient regardés de façon récurrente, hebdomadaire, mensuelle, annuelle, et pas seulement en regardant derrière soi. En fait, l'idée, c'est comment on peut regarder mieux et plus vite pour être. Parle d'anticipation. Pour être, en fait. voilà, exactement, pour pas toujours être en réactivité, mais en anticipation, et surtout de lier cette donnée dans notre lecture des enjeux business. Donc c'est pas grave, tant pis, on en a des bouts partout, mais au moins de les regarder tous ensemble et de. Et justement, Voilà. sur un cas concret qui est celui de la fraude au retour, comme vient de l'évoquer Vincent. Comment ça remonte chez vous, ça? Comment vous, parce qu'en fait, je te voyais sourire quand Vincent en parlait. Ouais. C'est une réalité qui est tangible, j'imagine, Ouais. chez Casto comme dans tous les autres, chez tous les autres, vendeurs. Comment c'est vu, piloté, ou comment c'est compris ce phénomène? Pour l'instant, c'est pas encore très très fin. C'est des grosses poches. En fait, tous ces coûts, ils sont cachés partout. Ils sont cachés et sur le SAV, c'est exactement la même chose. En fait, ils sont cachés dans les comptes d'exploitation, ils sont cachés dans la démarque, ils sont cachés dans les frais de livraison, dans les gestes commerciaux. Donc c'est des grosses poches, et en fait, on a du mal d'être encore à être hyper fin dans ces poches-là. Donc pour l'instant, on fait les 80-20. Pour l'instant, on essaye déjà de voir où sont ces grosses poches. Comment on peut faire déjà une partie du chemin, et je me répète, hein, mais c'est déjà de l'information, de la prévenance, de la qualification. Je suis désolée, c'est pas hyper original ni incroyable, Mais c'est une réalité, et c'est en mais au fait niveau compta, c'est vraiment hyper compliqué, hein. C'est hyper compliqué, ouais. Vincent? Moi, mon sujet de la donnée, c'est faut déjà la collecter et la classifier. Exactement, la Et connaître donc, déjà. la fraude, si t'as pas un outil qui te permet sur une commande ou un retour dire ça c'est une fraude, en fait tu sais pas quels sont incapables de les quantifier. Oui, c'est clé, et d'ailleurs la donnée, elle peut être aussi alimentée de données extérieures. Oui. Confronter un comportement par rapport à plein d'autres, ça donne une lecture. Si on doit faire un exercice de projection, allez, Faustine, dans 3 ans, et que t'as développé ce que tu voudrais développer, c'est quoi l'expérience client avec le périmètre qu'elle tient, à laquelle tu veux arriver? Moi, je veux que gommer les points de friction. Donc ça a l'air idiot, hein, mais je veux simplement que ça soit cool, quoi, que ça soit sympa d'acheter chez nous, et donc finalement bout en bout, ça veut dire que j'ai un compte client puissant. Déjà, premièrement, j'ai un compte client puissant qui me permet de tout faire, qui n'est pas juste une source d'information juste transactionnelle, mais dedans, je peux interagir avec la marque, je peux
déclarer un retour, je peux déclarer un SAV. Donc une sorte de self-care Ouais, vraiment puissant. mon dashboard, évidemment app first, hein, voilà. Donc finalement mon app Casto, c'est mon compagnon de voyage, elle est dans ma poche, elle m'accompagne partout. Et dedans j'ai ce compte. Et évidemment je converse avec la marque et évidemment je suis autonome. Voilà, je pense que c'est le maître mot. Je pense que Ça, c'est côté front. ça c'est côté front, ouais. Côté back, c'est quoi ce à quoi tu veux arriver? C'est quoi la tour de contrôle de rêve que tu as? Comment finalement tu peux aussi mesurer l'impact business de ton activité, de ton rôle? Back les systèmes ou back mes collègues en magasin? À toi de le définir, mais c'est-à-dire quand j'entends back office, ce que le client ne voit pas frontalement. Il voit bien sûr des vendeurs en magasin, mais il ne voit pas derrière comment ça fonctionne. Et mieux ça fonctionne, plus la relation front est fluide et vient nourrir la satisfaction du client. C'est pour ça qu'il est hyper important, selon mon point de vue, que les fonctionnements, en fait, l'exécution des opérations, que j'appelle back office, se fasse de manière fluide, détendue, naturelle et améliorée. Quand tu dis ça, j'ai moins envie de parler tech que de nos collègues. Enfin, Je te demande pas forcément de parler tech, non, en fait. Ouais. Donc nos collaborateurs en magasin, chez Casto, on les appelle les collègues. Et j'ai vraiment envie de construire cette expérience client en miroir de l'expérience collègue. En fait, on pourra mieux servir nos clients si on sert mieux nos collègues. Et donc du coup, ça c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas encore du tout parlé, mais finalement dans ma feuille de route, il y a beaucoup ça. Il y a beaucoup ça. Donc ça veut dire que eux, en magasin, déjà leur job desk soit clair. Il y a beaucoup de repositionnement à faire parce que certains sont très surchargés, ils doivent tout faire en même temps. Encore une fois, le magasin est au cœur du modèle, donc il doit tout faire et ils sont pas toujours bien servis avec les bons outils. Donc c'est comment on arrive à mettre un portail collègue en place, de la mobilité, que finalement eux ils soient mieux servis pour mieux servir nos clients. Ils sont vraiment au cœur du modèle. Donc on a plein de sujets comme ça qui sont en cours sur la joignabilité, la mobilité, tout ce côté l'accès à l'information Ouais, aussi. exactement en fait, c'est exactement ça. C'est pour mieux servir nos clients, il faut qu'eux déjà ils aient l'info en fait. Donc nous, chez nous, on appelle ça le futur portail collègue, mais c'est de ça dont il s'agit, hein. Donc c'est comment on arrive à Essayer de l'info à la on parle fois de sur le... software, de hardware, enfin voilà, et de toute cette logique de circulation au magasin. Casto, c'est des big box, hein, ça fait 15 000 mètres carrés, hein. Donc il faut prendre ça en compte en fait dans l'équation, ce côté mobilité quoi en fait, hein. Concrètement, quand on est un collègue, on marche beaucoup. On marche beaucoup, on se déplace beaucoup et c'est pas fluide du tout, en fait, de trouver l'information. L'information, c'est quoi? C'est à la fois l'information produit, l'information processus, l'information service, c'est tout Alors ça? produit, bien sûr, même si c'est moins mon sujet, hein, bien sûr, les sujets produits, stock, dispo, et cetera. Mais c'est aussi le sujet, oui, du client et comment je sers ses commandes. On en a pas trop parlé, mais les clients, quand les commandes quand elles arrivent, il faut les préparer et il faut les servir. Donc typiquement des sujets de taux d'annulation des commandes et donc comment ma marchandise elle est placée au bon endroit pour être sûr que du coup je l'ai et que je puisse servir mon client et que j'annule pas sa commande. Et du coup après comment je préviens mon client et comment mon client il sait que c'est prêt, qu'il peut venir la chercher. Enfin voilà, je sais pas si c'est très Mais en fait, on voit bien les enjeux vers lesquels tu tends. Et alors là, moi, je suis ravi de me retourner vers Vincent pour te poser la question. La tech, là-dedans, elle est nécessaire aux atteintes des objectifs métiers que vient d'exprimer Faustine. Il y a évidemment la
la reverse logistique, de façon globale, il y a l'ensemble des process où la tech intervient. Dans 3 ans, la notion agentique à l'intérieur de cette tech-là, selon toi, quelle place elle prendra? C'est une super bonne question. L'enjeu, nous, et notamment quand je réfléchis à Reversio dans un monde agentique, c'est de pouvoir orchestrer les processus métiers après-vente. Ce qu'on est certain aujourd'hui, c'est que les interfaces vont disparaître, tant pour le client, qui va, à travers un GPT, demander de faire son retour ou son SAV, que les collègues, qui auront même parfois qu'à la voix des outils qui vont leur permettre d'appliquer automatiquement un processus métier. Je suis fan de ce que dit Faustine sur le fait que l'expérience client en magasin passe à travers le vendeur avec qui on discute, et le vendeur avec qui on discute, la technologie, elle est là pour lui simplifier la vie, qu'il perde pas de son temps à aller chercher un process métier. Quand on fait une immersion dans les magasins, et je t'assure que c'est la vérité, hein, dans beaucoup de magasins, un SAV, c'est un classeur, c'est un produit Bosch, je vais à le truc B, j'ouvre, il faut envoyer un mail. C'est ça la vie aujourd'hui sans la technologie d'un magasin. Donc nous, on est là pour les aider, et nous, on est là aussi pour adapter notre technologie à travers notre MCP au futur du commerce agentique, qui est fournir aux agents la bonne solution métier dans un contexte déterministe. Je vais préciser pour ceux qui sont pas à l'aise avec cette notion, parce que parfois on parle de choses qui nous semblent évidentes, mais je sais qu'elles le sont pas pour tout le monde. MCP, c'est un protocole qui permet de discuter avec un agent, et on met un flux de données à l'intérieur, et ça peut être multidirectionnel. Le côté agentique, c'est définir le rôle qu'on donne à un agent IA qui va réaliser des tâches, et quand on parle de service client, de tâches spécifiques dédiées au service client. Et justement, chez Reversio, vous en êtes où dans le développement d'agents? On va pas faire nos agents en front. On est persuadé des sociétés vont fournir des agents de service client qui font des choses bien plus larges que nous. Par contre, nous, on est le moteur d'orchestration de ces agents. Donc on a investi dans un MCP qui permet aux agents d'aller venir chercher cette fameuse règle métier. Le SAV, faut comprendre, c'est quelque chose de déterministe. L'orchestration. L'orchestration, c'est j'ai un produit, il a été acheté à telle date, il est retourné à telle date, pour telle raison, le fournisseur c'est ça, le magasin il est à tel endroit. L'orchestration, c'est quelle solution j'apporte tout de suite à mon client, où est-ce que j'envoie ce produit, chez quel prestataire. Et ça, c'est déterministe par nature. On voudrait surtout pas qu'une IA aille dire je rembourse alors qu'il faut réparer. On voudrait surtout pas qu'une IA envoie au mauvais centre de réparation, alors qu'en fait c'était le centre A et pas B, alors que les deux ont l'agrément, mais qu'en fait là il fallait que ce soit A et pas B. Ces enjeux technologiques dont vient de parler Vincent Faustine, ils sont appréhendés comment aujourd'hui chez Casto? Ils sont au cœur de tout ce qu'on est en train de faire, hein. On a et on va, parce qu'on est en cours de route, hein, mais on en met un peu partout. Donc c'était aussi un des enjeux là sur ce choix de nouveau N1 au Maroc. Ils sont en train de nous mettre en place tout un tas de choses. Donc là voilà, donc je parle déjà du bac, hein, pour commencer, mais avec tous ces enjeux de RPA notamment. Donc RPA. Alors j'ai plus la signification de l'acronyme, mais en gros c'est d'aller faire plein de choses en temps masqué et d'aller copier de la donnée un peu partout dans les outils en temps masqué pendant la nuit. Donc globalement on a je sais pas combien d'outils au service client, voilà, c'est l'héritage, hein, le legacy, c'est comme ça, 20, 25, je ne sais plus combien d'outils. Donc plutôt que l'agent aille aller doublonner la donnée absolument partout dans tous les outils, c'est qu'un gentil petit robot aille copier tout ça pour lui un peu partout. Donc beaucoup voilà d'agentique à ce niveau-là. Et puis après en front évidemment. On est en train d'y aller là pour nos clients. On a déjà HelloCasto, hein, qui existe. Donc HelloCasto, c'est une solution maison Kingfisher. Qui est en train de se transformer. 500 000 conversations déjà, je crois, depuis le lancement. Ouais. Et on va aller, on a une énorme roadmap sur cette partie-là. On va aller le brancher. Alors déjà, pour l'instant, c'est de l'utiliser comme une sorte de nouvelle FAQ dynamique, en fait. Hein, finalement, c'est d'aller taper dans la donnée existante et d'aller ensuite le brancher à nos agrégations comme Whoop, par exemple. Donc des agrégations de transport.
livraison, etc., pour aller simplement remonter de la donnée qui existe. Et puis après, d'aller taper sur ce futur compte client et ensuite d'aller taper sur toute la donnée disponible. Donc oui, c'est au cœur des plans d'action. Bon, écoute, Faustine, merci. Vincent, merci. Est-ce que vous voulez ajouter un mot de la fin? Parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est en train de Déjà, parler de tout ça. Ça passe vite. super vite. C'était super intéressant. J'apprécie beaucoup ce que Vincent dit. Enfin, là, des sociétés comme Reversaio sont au cœur des problématiques du moment. Euh, le SAV, comme la relation client, c'est des opérations finalement. Hein, c'est des sujets. Parfois on les sépare, mais en fait c'est les mêmes sujets. Hein, avant vente, après vente. Enfin, c'est la même chose. Le plus important là-dedans, dans tous ces outils, dans tous ces processus à mettre en place, c'est d'aller traquer la donnée, la remonter pour pouvoir s'améliorer. Et donc du coup, de pouvoir aller mesurer le temps de réparation, le lead time, la démarque, la voix du client, ça va être clé pour les transfos du futur. Je suis bien d'accord. Vincent, un petit mot? Ouais, moi je suis très content que tu abordes ce sujet parce que pour moi c'est vraiment le dernier levier stratégique dans le retail à activer. Et puis je trouve qu'il est pleinement d'actualité avec ce qui est en train de se passer sur le commerce agentique. Donc merci de mettre ça en lumière et puis merci d'avoir organisé. Merci pour votre participation à tous les deux. Si on veut vous contacter, c'est LinkedIn le meilleur moyen? Ouais, c'est bon? mieux. Bon, et puis si vous y arrivez pas, vous pouvez toujours passer par moi, vous le savez bien. Je me ferai un plaisir de relayer vos demandes auprès de mes invités. Mes chers auditeurs, merci beaucoup pour la fidélité avec laquelle vous nous suivez. Vous suivez chacun des épisodes. N'hésitez pas à partager autour de vous l'existence de cette nouvelle émission. Vous pouvez évidemment la suivre sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube. Bon, bref, partout, vous le savez. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter sur le site lesdigitaldoers.com pour recevoir tous les vendredis une revue de presse et un récapitulatif de l'actualité dans votre boîte email. Revue de presse qui est également en version audio tous les vendredis. Je vous dis à bientôt. Merci encore. Merci Vincent. Merci Faustine. Merci.